Voilà, donc maintenant j'ai écrit, ici je vais le montrer, je vais le passer un petit peu en détail, passer un petit peu de temps sur le texte de Pétrarque. Il s'agit du premier quatrain, et c'est à partir de là que je vais montrer ce petit point que je vais aborder concernant les voyelles. Après avoir parlé de l'accentuation, je vais parler de certains aspects des voyelles qui sont très importants dans la métrique. Voilà. J'ai donc affiché ici ce premier quatrain, il s'agit du poème 164, du canzoniere. Je l'ai ici, je montre, on excusera ma naïveté d'aimer certains aspects matériels du livre. J'ai ici en livre de poche, en 2 volumes, le canzoniere de Pétrarque, que je vais même le montrer parce que je trouve la couverture assez belle. Le voilà ici. Il s'agit d'extraits de détails d'une peinture de Altichiello da Zevio, qui est un de ce qu'on appelle les primitifs italiens, et qui se trouve à Padoue. Voilà. Voilà. Et ici, on voit tout simplement le visage de Pétrarque, un portrait de Pétrarque. Parmi les nombreux personnages qui se trouvent dans cette fresque, apparaît Pétrarque lui-même, et de manière très avisée, l'éditeur l'a mis sur la couverture. Voilà. Alors, je vais parler maintenant de cet aspect assez rapidement, des voyelles, simplement pour dire que c'est particulièrement le cas en italien et dans la poésie. Certaines voyelles sont, comment peut-on dire, fondues dans la même émission de son. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas quand 2 voyelles, ça dépend, il y a des exceptions, évidemment, il y a toujours des exceptions de toute façon, mais en général, quand 2 voyelles se suivent, on les dit dans la même émission de son, c'est-à-dire qu'on en fait une seule syllabe. Elles peuvent être accouplées à des consonnes, évidemment. Mais enfin, les 2 voyelles, comme ce qu'on appelle une diphtongue, comme par exemple A-ou, ou bien A-o, on ne dira pas A-ou, mais A-ou, A-ou, A-o. C'est pareil, voilà. Alors, je vais les montrer ici. Je vais prendre d'ailleurs une couleur, là, qu'on voit bien. Voilà, ici, par exemple, j'ai A-et. A-et. Donc, c'est A-et. Et comme il y a le L, l'ensemble A et L se prononce AL, et ça compte pour une seule syllabe. Donc c'est très important dans le poème. Voilà, ici c'est particulièrement le cas, il y en a même 3. On pourrait appeler ça non pas une diphtongue mais une triphtongue. Enfin, il ne s'agit pas de diphtongue et triphtongue. Ça c'est déjà une diphtongue, ao, dans le mot aogeli. Mais il y a le i. Donc on a li aogeli, ça se prononce li, le gl, pas gle évidemment, li aogeli. Alors donc par exemple ici, j'ai ça, j'ai consonne, et puis les voyelles i, a, ou. Et ça se prononce liao. Liao, et ça compte pour une seule syllabe. Et donc on a par exemple ici liaogeli. Ici, voilà, pareil, OA. Alors par exemple, je vais avoir le NOA, noa. Donc on aura il sonno a frena, il sonnoa, il sonnoa, il sonno a frena. Donc ça compte pour une seule syllabe. Ici, c'est intéressant, OI, OIN, stellatoin, oin, oin. Voilà. Et puis, il y en a une ici aussi, bon, je ne redétaille pas, toil, ici on a toil, voilà. Bon, j'en oublie peut-être, mais ce n'est pas important, puisque de toute façon, on y reviendra. Et puis, certains mots italiens, comme ici, suo, suo, seraient volontiers entendus comme 2 syllabes, suo, pas suo, suo. Et bien justement, ici, c'est suo. Il n'y a pas d'accentuation du tout, ça passe. Donc ça compte pour une seule syllabe. Voilà. Voilà. Alors maintenant, c'était tout ce que je voulais dire concernant ces voyelles. Maintenant, je signale que la poésie italienne, le nombre de pieds, c'est-à-dire le nombre de syllabes dans la poésie italienne, en général est de 11. Non pas comme l'alexandrin français qui fait 12 syllabes. Le vers dans le sonnet italien, le sonnet de Pétrarque par exemple, il fait 11. On appelle ça un endécasyllabe. Endéca avec un H. Endéca. En italien, endecasillabo. Endecasillabo. Donc avec
ma petite distribution ici des voyelles, je vérifie qu'il y en a bien 11. J'espère ne pas m'être trompé. Non, non, c'est bien ça. Voilà. Alors, je vais le dire de manière pas très belle pour détacher toutes les syllabes qu'on vérifie bien. Je ne vais pas le faire pour tout le poème, je ne fais que pour ce premier vers, éventuellement le deuxième, mais même je me contenterai du premier, pour qu'on voit bien qu'il y a 11 syllabes, que c'est bien un endécasyllabo. Voilà. Alors, je vais découper d'une manière qui n'est pas très belle, encore une fois, mais c'est pour être très clair. Chaque syllabe, j'ai or, quel. Ici, j'ai keil, il, avec l'élision du i. Donc, c'est keil, c'est quel. Une syllabe. Chel, qui est le mot cielo. C'est le mot cielo auquel il manque le o. Alors, ici, il y a deux syllabes. C'est che, le. La contraction du e avec le le. Alors, or, quel, che, le, la, te, rail, vento, ta, che. Je le redis pour que ce soit très clair. Or, quel, che, le, la, te, rail, vento, ta, che. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il s'agit bien d'un endécasyllabe. Et on voit bien que c'est un endécasyllabe, entre autres, grâce à la compréhension de ces contractions vocaliques, de voyelles, de ces voyelles associées. Voilà, il en va de même pour toute la suite. Autre petit aspect dans la poésie de Pétrarque, d'une part, le sonnet avec les endécasyllabes. Autre petit aspect, c'est que tous les mots dans ces sonnets se terminent par des mots qui sont des paroxytons, c'est-à-dire des mots accentués sur l'avant-dernière, sur la pénultième. On a en effet un exemple, je vous l'ai donné tout à l'heure, j'ai parlé d'autre chose, je le fais ici, tous ces mots finaux, c'est-à-dire peu importe si ce sont des mots, il se trouve que ce sont des mots. Il pourrait être, ça pourrait être des mots de 4 syllabes, peu importe, ici j'ai toujours 2, c'est pas ça la question. La question, c'est que c'est accentué sur la dernière, l'avant-dernière, pardon, l'avant-dernière syllabe. Ici, on a bien tace, frena, dans le mot affrena, mena, giace. Et on voit bien ici que, j'en profite pour faire une petite allusion aux rimes. Les rimes sont ace, ace, je les souligne, je les signale en bleu, ace, ace, et ena, ena. Donc on a une forme de rime A, B, B, A. Voilà. Je le redis, ace, ace, dans le démo tace et giace, et les rimes ena, ena, des mots affrena et mena. Voilà. Bon, voilà une petite présentation très simple, mais que je pense qu'il est important d'avoir présente à l'esprit. Il ne serait pas très bon, ce serait vraiment un peu trahir l'esprit, et de Monteverdi, mais d'autres aussi, que de commencer par exemple un travail, comme je l'ai fait d'ailleurs par ailleurs, et Dieu sait que je l'ai fait, je n'ai même fait que ça, vers un travail musical d'analyse. Oui, c'est très bien, mais ici, je finis mes phrases, ce serait un peu trahir l'esprit que d'ignorer le poème et de partir tout de suite dans la musique. Voilà, donc ça, parce que la musique, c'est pas la musique d'un côté et le poème de l'autre, c'est les deux indissolublement liés. Voilà. Tiens, alors, je vais maintenant, ce tableau est déjà bien chargé de graffiti. Ben, néanmoins, je vais quand même rester sur ce texte-là, je ne vais pas le recopier, pour parler un petit peu du texte. Alors, le texte, il y a quelques mots à bien connaître. Je pense aussi que quand on n'est pas forcément familier d'une langue, par exemple italien, tout le monde n'est pas italianiste, loin de là, ou germaniste, voilà. Il est bon, par exemple, quand on étudie, j'aime bien en parler parce que j'aurai l'occasion de le faire, par exemple, des leaders de Schumann, et que donc on aborde des textes de la poésie romantique allemande, eh bien on n'est pas germaniste, on ne connaît pas l'allemand, ou très peu, eh bien il est bon quand même de repérer, ça je conseille, enfin c'est un conseil assez pressant que je fais, de repérer dans le texte quelques mots importants, des mots qu'on pourrait qualifier de mots emblématiques du texte, et emblématiques en général de la poésie romantique allemande, comme ici de la poésie de Pétrarque, parce que ces poésies
ont une marque, si j'ose dire, une marque de fabrique, ont un contexte culturel extrêmement fort, un terreau culturel extrêmement fort, d'où certains mots très significatifs surgissent, et on doit, encore une fois, même si on n'est pas maître de cette langue, quand on entend le madrigal ou le lied de Schumann, entendre les mots qui sonnent. Alors j'aurai l'occasion d'en parler pour Schumann, par exemple, en allemand, mais ici en italien, je le signale. Parce qu'après, je me répète un petit peu, mais c'est pour être très clair et pour inviter, pour pousser un peu chacun à aller dans cette direction. J'écoute le madrigal confortablement installé dans une salle de concert, je n'ai pas le texte sous les yeux, et puis peu importe, on n'a pas à suivre, on écoute, on doit se laisser prendre par la musique sans être en train de disséquer et d'analyser les choses, bien sûr. Mais on entend les mots qui sonnent, on entend les mots. Quand les chanteurs sont sur scène et font sonner, on entend le mot cielo. Je le dis en entier, il manque le haut chez Pétrarque, c'est ce qu'on appelle une élision qui est si courante chez lui et à l'époque. Disons-le entièrement, cielo, terra, vento. Déjà, ces trois mots-là, je pourrais presque aller jusqu'à dire, bien sûr, j'exagère, que je pourrais supprimer la phrase et que les trois mots cielo, terra, vento, sont déjà une évocation une image du contexte où je me trouve. Il s'agit bien sûr, le français et l'italien sont deux langues latines, ont une certaine proximité, pas pour tout, hein, il faut pas. L'italien est une langue faussement facile. Hein. Bon. Mais enfin, pour ces trois mots, c'est évident. Cielo, d'ailleurs, si j'enlève le haut, je revois bien le mot ciel en français, il s'écrit pareil. Cielo, le ciel, terra, la terre, vento, le vent, sont trois mots d'origine latine, ils sont présents en français et en italien. Donc je continue à indiquer quelques mots qui sont importants. J'ai ici les éléments de la nature, c'est-à-dire les éléments, le ciel, la terre, le vent, et là j'ai les éléments animés, les animaux qui sont évoqués. Alors le mot fere, dont le singulier est fera, alors voilà un mot qui n'est pas très audible en français immédiatement, contrairement à cielo, terra, vento. Fera, la fera, c'est l'animal sauvage par opposition à l'animal domestique. On a fera, la racine fer, fer, qu'on a en français, on la retrouve dans le mot féroce, qui caractérise l'animal sauvage, mais plutôt l'animal comme la bête fauve, etc. Bon, là, c'est simplement, faire, dans ce contexte ici, signifie simplement les animaux non domestiques, les animaux de la nature, hein, qui se promènent à droite et à gauche, voilà, sous ce ciel, sur cette terre. Voilà. Et donc, faire et augeli. Augeli, ça, il faut quand même le signaler. Augeli, voilà un mot très important. Voilà, ça, c'est typiquement un mot important dans cette poésie italienne. On va le trouver beaucoup chez Tasso, chez Torquato Tasso, chez Pétrarque, puis chez tous ces auteurs italiens. Et il va être très présent chez Monteverdi, et il va être évoqué dans la peinture beaucoup ici. Eh bien, c'est les oiseaux. Alors attention, il s'agit, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, il s'agit d'un mot ancien. En italien moderne, on dit uccelli, pas augeli. Mais augeli est un mot très employé dans cette littérature. Donc les bêtes et les oiseaux. Sonno, le sonno avec les deux N, c'est très important. Je fais aussi une petite parenthèse. Dans la prononciation, quand on chante, on doit dire sonno. Là, j'exagère évidemment, les deux N sont très importants. Je dois opposer en italien, ne faisons pas un cours d'italien, mais je le dis, je pense que c'est intéressant. Il y a une grande différence, et c'est l'oreille qui fait cette différence, entre sonno et sono. On entend bien la différence, sono. Quand je dis sono, j'ai un peu le même débit que quand je dis tace ou mena, sono. Et alors que là, c'est sonno, c'est pas pareil. Voilà. Et dans sono, on met un seul N, et dans sonno, on en met deux. Sono signifie je suis. Sonno signifie le sommeil, deux choses bien différentes. Donc le sommeil. Sommeil, aussi une idée, une image très importante dans la poésie latine et dans la poésie italienne. Et puis par exemple, ce sommeil, c'est le sommeil qui enserre les bêtes et les oiseaux, c'est-à-dire que tout s'arrête, et cette image, elle est d'une importance capitale dans la poésie, et elle sera ô combien importante, par exemple dans l'opéra, par exemple chez Lully, le promoteur de l'opéra français, qui aura une continuité chez des gens comme Jean-Philippe Rameau au XVIIIe siècle, où les scènes de sommeil sont très importantes.
On a aussi une scène de sommeil musical. Et ici, c'en est une scène de sommeil musical. J'y tiens beaucoup. On l'a par exemple dans un des concertos, tout simplement, des 4 saisons de Vivaldi, où le sommeil prend les humains et les animaux et interrompt leur activité. Et il y a dans les opéras de Lully, par exemple, des scènes de sommeil. On disait même un sommeil, c'est-à-dire la scène du sommeil, où la musique se fait extrêmement apaisée, pas soporifique. Mais enfin, voilà. Donc ce terme ici est très très important. Alors, notte, la notte, c'est pareil, notte, il y a les 2 T comme dans sonno. Sonno par opposition à sonno, notte par exemple, par opposition à un mot plus rare qui est note. Note. Les notes, c'est tout simplement les notes de musique, note. Mais c'est pas notte, notte c'est la nuit. La nuit. Carro. Même chose, enfin je m'en amuse presque, ce sera presque la minute quasiment de divertissement, puisque j'ai signalé l'opposition entre sonno, sommeil, sono, je suis, notte, la nuit, note, les notes de musique, ou les notes, peu importe en général. Ici, carro, ça c'est le R roulé qui est redoublé, donc carro, comme dans terra. Eh bien, carro s'oppose par exemple à caro. Caro signifie cher, mon cher ami, caro amico, caro. Là, c'est carro, il s'agit du char, le char, comme un char, comme dans Bénure, il s'agit de ça. C'est une des images poétiques extrêmement importantes aussi. Je m'extasie un peu à chaque mot, hein, j'espère qu'on ne m'en veut pas trop, mais puisque ces mots sont tellement emblématiques, vont bien au-delà de ce poème, et sont un peu un reflet de toute une culture. Je disais, je reprends l'image du char, il s'agit du char, l'image la plus importante c'est le char du soleil, et qui accomplit ce qu'on appelait la carrière. D'ailleurs, une carrière, c'est quelque chose qui est accompli par un char. On pourrait dire dans un français bizarre, une charrière, ou une carrière, c'est qui est accompli par le carro. Et donc, on a ici une image du soleil, là c'est le contraire, puisque c'est la notte, mais le jour, on dit que le char accomplit sa carrière en cercle, fait un grand arc de cercle dans le ciel, et donc on parle du char solaire. Là il s'agit du carro stellato, c'est-à-dire du char étoilé de la nuit. C'est assez beau, enfin c'est même très beau d'ailleurs. Le char est étoilé. Donc j'en profite pour traduire au fur et à mesure, je referai un petit bilan de traduction après, mais j'essaie déjà d'évoquer, parce qu'on va rentrer dans le madrigal. Il n'est pas question de rentrer dans le madrigal sans s'être imprégné de ces images très importantes, qui pour Monteverdi étaient capitales. Et puis je signalerai aussi, évidemment, je l'ai déjà dit, je crois, dans la présentation générale sur Monteverdi, à quel point chaque mot est souligné par le texte. Quand je dis chaque, j'exagère, mais les mots sont soulignés par le texte, ce qu'on appelle les madrigalismes. Voilà. Donc ici, je parlais du char qui accomplit sa carrière en faisant ce grand arc de cercle, en allant du levant au ponant, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Je parle du soleil. Donc le côté circulaire est très important et est ici in giro. Giro, c'est le mot qu'on a dans girouette, girer, un giratoire. C'est ce qui évoque le circuit tournant, arrondi, j'avais dit. Donc je traduis ce vers tout de suite, si j'ose dire ce sera fait, je referai un petit résumé après. La nuit mène, tout simplement mène, c'est-à-dire promène. Dans promène, on amène, hein, on est bien d'accord, c'est la même notion. La nuit promène en cercle son char étoilé. Le char étoilé, sous-entendu son char étoilé. Voilà cette belle image du char nocturne. Et j'en profite aussi pour dire, je viens d'employer un mot qui m'est sorti comme ça naturellement, le char nocturne. Eh bien, c'est aussi une image du repos de la nuit, du repos nocturne, qu'on va avoir, qui va avoir un si grand développement au XIXe siècle dans les nocturnes de Chopin, par exemple. La culture du nocturne est une chose très très importante. On en a là un exemple. Alors bien sûr, on est loin d'un nocturne de Chopin qui est pour piano. Là, on a affaire à un madrigal chanté par 6 voix. Je reviendrai sur le nombre de voix après. C'est un madrigal à 6 voix. Bon, donc on est loin d'un nocturne de Chopin, certes, mais l'évocation de la nuit et du repos de la nuit est très importante. Donc ici, c'est un programme de nocturne ici. Et donc je le redis, la nuit
mène en cercle son char étoilé. Voilà. Donc l'image est assez frappante. Notte il carro stellato in giro mena. Je fais remarquer un autre petit détail, c'est que sur les éditions, l'édition que j'ai, et d'autres éditions que j'ai eues dans les mains, notte porte une majuscule. Alors que ici, ciel, la palme terra, vento, fere, angeli, tous ces mots importants n'ont pas de majuscule. La nuit porte une majuscule, c'est-à-dire qu'elle est personnalisée, comme si je l'appelais nuit, comme si c'était un personnage. La personnification est très importante à l'époque. Aujourd'hui, à notre époque, on en rit un petit peu, on a un côté un petit peu dédaigneux pour des choses qui peuvent nous sembler, en tout cas pour certains, pas pour moi de toute façon, pas du tout, mais des choses qui seraient presque un peu de l'ordre de la mièvrerie, comme par exemple la musique avec un grand thème, musica, qui arrive au début de l'Orfeo. Eh bien, c'est la musique elle-même, mais à l'époque c'était plus fort, on le prend pour une petite allégorie un peu gentillette aujourd'hui. À l'époque c'était la musique elle-même qui arrivait sur scène et qui chantait, hein, avec sa lyre d'or, hein, référence néoplatonicienne. Ici, notte, avec son N majuscule, est aussi personnalisée. Ça n'est pas la nuit, c'est la nuit en tant que personnage, la nuit qui mène son char étoilé en in giro, c'est-à-dire en cercle. Voilà. Quatrième vers, et après je reviens, et nel suo letto, letto c'est le lit, nel suo letto, dans son lit, au sens du lit d'une rivière, et il mare, alors voilà, un autre mot très important, mare, comme cielo, terra, vento, fere, augeli, notte, ici mare est très important, c'est tout simplement la mer. On remarque que comme cielo a perdu son O final, mare a perdu son E final. Mare, c'est bien sûr la mer, comme en latin, mare, évidemment. Alors, et dans son lit, la mer, ici c'est un masculin, en italien le mot mer, comme en latin c'était un neutre, en italien c'est un masculin, en français la mer c'est féminin. Bon. La mer dans son lit, giace, c'est-à-dire, c'est le mot français, c'est un mot français qui est très très peu employé, qui est employé dans des cas très particuliers, c'est un verbe défectif, qui n'a pas de conjugaison complète, qui a une conjugaison extrêmement lacunaire. Quand on a, c'est pas très gai ce que je veux dire, mais c'est sur les pierres tombales, si gît un tel, il gît, c'est-à-dire qu'il est là, il repose immobile et allongé. C'est bien ce que ça veut dire, reposer, immobile et allongé. Donc giace, la mer, senza onda, là aussi il y a une contraction, senza onda, sans onde, sans vague, sans mouvement. La mer sans mouvement repose, peut-on dire, comme ça, repose dans son lit. Alors, je refais un petit récapitulatif du texte. Or, chez Pétrarque, ou chez Monteverdi, c'est plutôt chez Monteverdi, attention, je le dis, c'est important, pour ceux qui vont chercher, hein, sur Internet, et je conseille, j'incite vraiment à le faire, on dispose sur Internet de 6 ou 7 et peut-être plus versions de ce très beau madrigal. Mais le premier mot commence par un H chez Monteverdi, dans la version Pétrarque, ça commence simplement par un O. C'est le mot ora. Voilà encore un mot, comme cielo qui a perdu son O, mare qui a perdu son E. On a ora qui a perdu son A. Ora signifie maintenant, à présent. Eh bien, l'original, enfin en tout cas chez Monteverdi, le texte porte le H, qui est un H qui n'existe pas en italien moderne, mais qui est une référence à ora, le mot latin qui commençait par un H. Voilà, j'arrête avec ça. Or signifie maintenant que le ciel et la terre et le vent se taisent. On est bien d'accord? Maintenant que le ciel et la terre et le vent se taisent. Petite remarque, décidément je suis incorrigible, il faudra me couper le sifflet. Tace, c'est un singulier, se tait. Or, en français, quand on parle bien français, on dit maintenant que le ciel et la terre et le vent se taisent, pluriel et non pas se tait. Or, ça c'est un latinisme, le fait de mettre un singulier. En latin, quand il y avait plusieurs noms, plusieurs substantifs, plusieurs sujets d'un verbe, on accordait le verbe avec le dernier, c'est-à-dire qu'il se retrouvait donc au singulier. Voilà. Petit latinisme au passage. Maintenant que le ciel et la terre et le vent se taisent, et les bêtes et les animaux, pardon, le sujet c'est il sonne, et le sommeil enserre, affrena, freine, c'est-à-dire retient, le sommeil retient en son pouvoir
les animaux et les oiseaux. La nuit, je l'ai déjà dit, mène son char étoilé en cercle, et dans son lit la mer sans vague repose. Voilà. Alors, petite remarque aussi très importante, qui était extrêmement présent à l'esprit de Pétrarque, c'est sûr et certain. Alors là, c'est absolument certain, et chez Monteverdi aussi, et pendant tout le développement de la culture européenne jusqu'au 19e et eux-mêmes au 20e siècle compris, sauf peut-être à notre époque où ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire la culture du grec et du latin, des langues anciennes, est en train de s'amenuiser jusqu'à être réduit à un petit fil ténu, prêt à se rompre d'ailleurs, ce que je trouve extrêmement dommage, mais en tout cas jusqu'à la période extrêmement récente où les humanités, cette culture ancienne, est en train de s'affaisser, jusque donc à notre période, il était très évident que ce texte était une référence au 4e chant de l'Énéide de Virgile. J'y tiens beaucoup, parce que c'est la même structure, enfin c'est la même idée, et qu'on va trouver en de nombreux cas. Il s'agit du moment où la reine Didon est agitée, extrêmement agitée. Elle va se suicider dans un bûcher, après d'ailleurs dans ce 4e chant de l'Énéide. Son âme est profondément bouleversée, sans repos. Et le poète Virgile montre la nature le soir et la nuit, même il s'agit même de la nuit, enfin ça peut être le soir et la nuit, où la nature s'apaise et s'immobilise. Il n'y a plus de vent. C'est vraisemblablement une nuit d'été. Le ciel est étoilé, parce qu'on parle de la nuit avec son char étoilé. Donc il n'y a plus de vent, plus rien ne bouge, les bêtes dorment, les oiseaux ne volent plus, tout est calme. Et dans ce contexte de calme complet, ça sera le cas du 2e quatrain que je présenterai très brièvement après, dans ce calme très complet, l'âme ici du poète Pétrarque et de Virgile dans l'autre cas est totalement agitée, et donc le contraste est très fort entre ces deux aspects. J'en profite aussi pour ajouter une autre référence. Évidemment, les références pourraient être nombreuses. La référence principale est celle de Virgile, c'est la source de ce texte. Mais il y a aussi une référence à laquelle je voudrais faire allusion, qui me servira par la suite. J'aime bien en parler dès maintenant. Ça sera une chose déjà qui permettra déjà d'introduire une petite réflexion là-dessus. C'est le beau texte du poète religieux du début, enfin, du XVIIe siècle, Paul Gerhardt en Allemagne, Nun ruhen alle Wälder, c'est-à-dire maintenant les forêts se taisent aussi, c'est-à-dire sont tranquilles, sont dans le repos. C'est un texte qui est un texte de chorale dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, on donnera les références par la suite, voilà. Mais je tiens à montrer aussi que même chez, par exemple, c'est ce que je viens de dire, il y a un fil continu, encore une fois, qui est peut-être en train de se couper aujourd'hui, de références à Virgile. Et donc, par exemple, dans la poésie luthérienne du XVIIe siècle en Allemagne, cette image est encore présente, elle est très présente.